Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Hommage à Jean-Marie Le Pen et sous-titre et l'analyse légitimiste de son action. Le thème, c'est évidemment du fait du décès de Jean-Marie Le Pen en début de cette année, ou à la fin de l'année dernière. Prendre un tout petit peu de recul, donc après un mois, donc lui rendre hommage, et d'autre part essayer de rapidement, simplement, d'un point de vue légitimiste, qu'est-ce qu'on peut en retirer aussi? Donc d'abord, j'aimerais commencer par un hommage. Et bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées hein, d'un point de vue purement actualité. Je ne vais pas y revenir. Il y a eu, vous savez, évidemment, toutes ces manifestations tout à fait malsaines de gens qui ont fait la fête, se réjouissant de sa mort. C'est tellement, disons, décadent qu'on est juste consterné en voyant cela. Et, euh, voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. De plus que ça, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pleuré sa mort et qui ont surtout prié pour lui. Et en tout cas, on peut se réjouir qu'il a fini avec les sacrements, la dernière extrême-onction, le viatique, qui, quelques années avant sa mort, s'était marié dans l'Église catholique avec la messe tridentine, était revenu à une foi pleine, puisque dans sa vie, malgré qu'il ait toujours eu un respect par rapport disons, à la chrétienté et puis à l'Église catholique, il s'est éloigné longtemps des sacrements. Euh, donc c'est une grande joie de savoir, enfin pour lui, de savoir qu'il a fini sa vie en, enfin, oui, réconcilié avec le bon Dieu et qu'il a bien fini sur cet aspect-là, donc ce qui est toujours un signe d'espoir pour que son âme repose effectivement en paix qu'elle puisse monter rapidement au ciel. Donc, continuons à prier pour lui. J'imagine bien que sa famille et de nombreux gens qui lui sont fidèles continueront à lui faire des messes de requiem pendant longtemps. Euh, le premier point, alors je vais essayer de présenter en trois points, enfin, grosso modo. Le premier point sera plutôt, disons, un témoignage personnel, enfin, c'est-à-dire, euh, voilà, comment, par exemple, pour moi, j'ai connu Jean-Marie Le Pen, et c'est pas pour parler de moi, mais c'est parce que je pense que ça peut être intéressant, parce que pas mal de gens de ma génération, donc moi je suis né en 1990, je suis plus jeune, mais je suis pas vieux encore, je pense. Comment on l'a connu et ce qui peut expliquer aussi, et pour ceux qui sont plus jeunes, je pense que c'est plus accentué, enfin j'expliquerai après, les événements complètement consternants qu'on a pu voir dans les rues. Et ensuite, je lirai tout simplement comme hommage à Jean-Marie Le Pen le très beau texte qu'a écrit Bruno Gollnisch, qui est donc un très bon ami de Jean-Marie Le Pen, qui est un bon ami que je connais aussi. Ouais, évidemment, je le connais beaucoup moins que Bruno Gollnisch ne connaît Jean-Marie Le Pen. C'est très exact, donc je le lirai juste. Et ensuite, je ferai un petit peut-être pas une analyse, pas à ce point-là, mais disons les points saillants des enseignements que Jean-Marie Le Pen nous apporte et les limites, forcément, comme n'importe qui peut avoir dans son action, de son action justement au XXe siècle. Donc d'abord, le premier point, simplement, ça sera rapide, une sorte d'anecdote, de témoignage. C'est donc pour quelqu'un comme moi, qui vient de la campagne et qui, disons, oui, la campagne qui, à la fin, est devenue la lointaine périurbaine d'une grande ville. Comment Jean-Marie Le Pen, comment j'ai pu connaître Jean-Marie Le Pen?
Premièrement, il faut dire, et ça je pense que c'est un fait qui soit reconnu universellement, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique, quoi, c'est que Jean-Marie Le Pen a véritablement marqué la seconde partie du XXe siècle et le début du XXIe, disons, euh, oui c'est ça, le second XXe siècle, qui est certainement aujourd'hui, d'un point de vue culturel, en train de se terminer. On passe à une nouvelle ère, une nouvelle époque, je ne sais pas comment dire, un peu comme le XIXe siècle qui déborde un peu sur le XXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Voilà, je pense qu'on est en train de changer l'ère à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Marie Le Pen a marqué son époque. Et ça, je pense que personne ne peut le contester parce que ça soit par la diabolisation et, disons, quasiment l'insulte constant et les attaques constantes qu'il a pu subir sur les 20 ou 30 dernières années de façon très très virulente, que ceux qui lui ont été fidèles, qui l'ont suivi, qui ont été enthousiasmés, qui ont espéré, qui ont été inspirés, etc. Personne ne reste indifférent face à Jean-Marie Le Pen. Et quand on ne reste pas indifférent par rapport à une figure de cette ampleur, c'est bien que premièrement, elle compte, et que deuxièmement, elle marque, que ça va dans un sens ou dans l'autre. Euh, pour ma génération, donc née en 1990, donc bien tard, dans l'histoire de France et dans l'histoire de la France contemporaine aussi, bah, de loin, Jean-Marie Le Pen, on ne le connaissait pas, mais on connaissait son nom, et évidemment, son nom diabolisé. C'était une sorte de... Oui, c'est ça. Enfin, en fait, on ne savait pas, évidemment, on était des enfants et tout ça, mais on n'en retenait que ce qu'on nous en disait, ou ce que, je sais pas, les médias en disaient, enfin, des choses lointaines, des choses répétées, je sais pas, antisémites, tout ce qu'on veut. Et puis, donc, ce côté diabolisé est bête, ce qui va avec. Et ce qui m'a marqué, c'est que quand j'ai commencé à grandir, c'était par hasard. J'ai entendu sur Radio Courtoisie une émission. Bon, évidemment, j'écoutais Radio Courtoisie, donc j'étais déjà plus tout à fait peut-être dans la France normale. Mais enfin, j'ai écouté pour la première fois Jean-Marie Le Pen dans un entretien où il n'était pas agressé à chaque seconde. Et il était impressionnant de culture. Impressionnant, oui, c'était un homme cultivé qui connaissait ses lettres classiques, qui était loin de l'image, premièrement, que je pouvais en avoir et qu'on avait pas mal de mes contemporains, enfin de mes, disons, dans la même classe d'âge que moi. Et donc, voilà, on sentait une éducation classique euh, importante, une grande culture et un sens rien à voir avec les politiciens auxquels malheureusement nous sommes trop habitués aujourd'hui, qui ne rien à voir avec qui ne sont pas des hommes d'État, certainement pas non plus des hommes qui font de la politique, qui sont des politiciens qui cherchent à faire plaisir à leur auditoire pour récupérer des voix et à servir leur intérêt privé derrière ou des intérêts encore plus pervers, mais qui en fait ne font rien en vérité, qui ne sont que des beaux-parleurs ou ce genre de choses. Jean-Marie Le Pen, et on le sentait dans ses interviews, quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience, et on sait très bien qu'en politique, l'expérience est très importante, non, et qui a fait des choses. Et c'est à partir de là que moi, ça a changé un peu ma vision. Et le troisième point qui m'a permis de rentrer beaucoup plus dans sa vie, et là, je lui dois personnellement une sorte de dette, puisque moi, il se trouve que par un hasard absolument, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvé à traduire ses mémoires en japonais, et ça m'a permis de donc ne pas simplement lire son premier tome des mémoires, mais à le lire en profondeur. Et j'ai trouvé son premier tome des mémoires exceptionnel. Je ne parlerai pas du second tome parce que je ne l'ai pas encore lu, et je pense qu'il faudra bien que je lise un de ces jours, mais cette époque disons, après les années 70 est finalement beaucoup moins intéressante, je trouve. Mais pour moi, son premier tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen n'est pas simplement des mémoires, mais est une fresque de l'histoire de France entre sa naissance, fin des années 1920, et disons, voilà, c'est ça, jusqu'à mai 68. Et
là, c'était très important pour moi de cette lecture parce qu'elle permet de connaître la France d'avant, non pas la France d'avant récente, disons, celle qui nous est, immédiatement, précédente, qui nous précèdent, qui sont celles de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents pour ma génération. Plutôt, les grands-parents pour ma génération, peut-être les arrière-grands-parents pour ceux qui sont un peu plus jeunes. Mais de connaître cette France-là, heu, ni à travers les films qui peuvent donner peut-être un peu quelque chose et surtout pas à travers le mythe gaulliste créé, à partir des années 60-70, ni à travers la vision, j'allais dire mitterrandienne et socialiste de l'histoire revisitée qui s'appuie sur le mythe gaulliste aussi d'ailleurs, qui fausse tout à fait la façon dont fonctionnait enfin, on n'a pas une vision vraiment réelle de la France à cette époque-là, ni de ce que pensaient les gens et ce qui est très intéressant dans cette chose de Jean-Marie Le Pen, on est plongé dans cette France, qui est encore tout à fait, vivante, profondément chrétienne et en même temps, on voit tout à fait quand disons on regarde ça d'un œil d'un historien, et cetera. Tous les ferments aussi, qui vont alors parfois d'ailleurs Jean-Marie Le Pen est décrit sans forcément, peut-être en avoir tout le temps une pleine conscience, même s'il en a quand même pas mal conscience et il a des pages magnifiques, par exemple sur Monseigneur Lefebvre, hein, qu'il admire, lui-même, ce qui est très intéressant, mais où on sent les ferments de la décadence qu'aujourd'hui nous malheureusement, disons, vivons dans notre chair et de façon très douloureuse pour beaucoup d'entre nous, mais qui, à l'époque, n'étaient que des ferments, ne se voyaient pas, et voilà. Et je précise aussi que ce livre est bien écrit. C'est évidemment pas peut-être un, je sais pas, un littéraire, et cetera, mais il est très agréable à lire et c'est très impressionnant parce que dans ce premier tome, c'est pas de l'histoire politique, c'est pas alors évidemment, comme c'est des mémoires ici ou là, il va essayer de se tenter de se justifier ici ou là, mais franchement, j'ai été impressionné parce que, il ne cherche pas à, régler ses comptes. Vraiment, c'est très peu. Ici ou là, pour tel ou tel personnage, il va peut-être, voilà. Mais dans ce premier tome, il règle très peu ses comptes. Je ne sais pas pour tout longtemps, je ne l'ai pas lu. Et surtout, il ne cherche pas à justifier son action. Alors évidemment, vu un homme de cette ampleur, et cetera, voilà, il est convaincu, que son action est tout le temps bonne et elle était quand même très, favorable et très positive, tout le temps. Mais c'est surtout une page d'histoire et c'est très impressionnant. Et je vais lire dans un instant l'hommage de Bruno Gollnisch, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est que il a mouillé sa chemise avant d'être un politique parlementaire tel qu'on le connaît et que nous, on le connaissait vieux, etc. Il a été, il a tout vu. Il a grandi dans un milieu très difficile, mais très traditionnel. Il a perdu son père très jeune. Il a été viré du collège des jésuites, qui n'était pas les jésuites d'aujourd'hui, qui était assez sévère, bien formé. Il a pu rentrer à la Sorbonne. À l'époque, la Sorbonne, c'était il n'y avait pas beaucoup de gens qui rentraient à la Sorbonne, hein, mai 60 ne s'était pas passé. Il était rentré dans la Légion étrangère, il a fait l'Indochine, Suez, et puis l'Algérie française, un peu, au début. Et puis donc il a, voilà. Et puis lui, quand il était étudiant, il a aussi été, ça c'est très intéressant, il est allé avec d'autres étudiants aider, partir en Hollande et vraiment aider les Hollandais à l'époque qui avaient subi d'énormes inondations, etc. Enfin, c'est très intéressant. C'est excessivement intéressant. Et c'est excessivement intéressant aussi pour savoir l'ambiance à l'époque. Et par exemple, pendant la guerre, qu'est-ce que c'était la résistance, comment on considérait un De Gaulle, un Pétain, etc. Et ces incompréhensions. Et puis, c'est très intéressant aussi de voir comment, dans les années 50, il y a cette pourriture communisto-libérale qui est en train d'atteindre une bonne frange d'un catholique actif, d'un catholicisme actif, qui sont le ferment de Vatican II quelque part, mais que là déjà il y a quelque chose qui voilà. Et en même temps, alors là lui, ça sera, je le développerai un peu plus dans le troisième point. Et ce livre est aussi très intéressant parce que
il est très objectif finalement. Il y a plusieurs passages où il fait, il règle pas ses comptes, mais il fait les comptes avec lui-même et il regrette peut-être certaines choses qu'il n'a pas fait ou qu'il aurait pu faire. Et en particulier sur cet aspect de la religion où il s'en est éloigné et sur l'aspect de la famille, puisque finalement il a un peu négligé sa famille en fin de compte et il en est désolé. Et, euh, et c'est intéressant parce que à travers son histoire à lui, on voit l'histoire de la France de cette époque et on voit l'histoire aussi des Français et de cette sorte de voilà, il est fils de son temps, fils de son époque et de comment ces sortes de pression de l'esprit d'un temps ont vraiment pressurisé tout le monde, pareil, et même, je veux dire, par exemple, dans la gestion de la famille ou ce genre de choses, et que tout le monde en a été victime, et c'est intéressant. Donc, je m'arrête là pour ça. Je recommande vraiment la lecture de ce premier tome. Ça commence d'ailleurs en fanfare. Je trouve que les premiers chapitres sont absolument excellents. C'est une description d'un voyage en bateau de son grand-père. Donc là, il parle de quelque chose qui se passe au tout début du XXe siècle, les derniers voyages en voilier qui passaient par le Cap de Magellan. C'était des aventures terribles de marins. C'est des choses qu'on n'imagine pas, la dureté de la vie sur ces bateaux, dans ces contrées, et que lui aussi a pas vécu sur des bateaux comme ça, mais a vécu cette dureté du marin. Son, et c'est vraiment fantastique. C'est une page d'histoire, c'est une page. euh, on apprend ce que c'est que moi je connais rien du tout à la navigation. Donc, bon, les Bretons sont certainement encore bien plus touchés que moi j'ai pu l'être, mais même moi qui n'y connais rien, j'ai vraiment apprécié. C'est génial. Voilà. Et ce premier tome est vraiment, je pense, une lecture importante pour tous ceux qui veulent connaître l'histoire de la France de cette époque et qui veulent comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés là. Je n'ai pas eu ce second tome, je ne peux pas en dire. Pour moi, c'est vrai que j'étais moins motivé. Je suis alors, mais bon, il faudrait que je le lise quand même, mais je suis motivé par le second tome dans le sens que j'ai l'impression que ça devient beaucoup plus. Et c'est juste que c'est les temps qui ont changé. C'est-à-dire que c'est fini. C'est joué. Ce qui vit Jean-Marie Le Pen jusqu'à 68, en fait, jusqu'à la guerre d'Algérie, parce que je pense que le tournant, c'est la guerre d'Algérie, rien n'était encore joué. Tout aurait pu être autrement. La France était encore grande. Tout aurait pu être différent. Après, l'histoire du FN, finalement, l'histoire que nous connaissons, ou mal peut-être, mais que nous connaissons, l'histoire du FN, je veux dire, du Front National, des années 70, enfin des années 80, 90, 2000 et 2010, c'est quelque part déjà trop tard et on est dans c'est surtout du combat d'idées au parlementarisme, etc., avec les histoires de personnes et tout ça, et malheureusement, et moi je trouve que c'est beaucoup moins intéressant, pas parce que l'histoire des années 80, 90 et 2000 pour l'histoire purement française est quand même beaucoup moins intéressante que l'histoire précédente. Il y a de grands enjeux, c'est la déchéance totale et ça part de plus en plus loin. Dernier point, et puis je lis l'hommage, ce qui est très intéressant dans ce livre aussi, c'est de voir, c'est ça qui est génial avec Jean-Marie Le Pen, et on comprend pourquoi il a pu fonder le Front National, il était connu, c'est parce que, bon, il a été le plus jeune député, etc., mais il a connu tous les politiciens qui nous sont familiers, ou qui sont familiers aux générations d'avant ou aux générations d'après, donc je sais pas moi, les Mitterrand, les Chirac, et tout ce qu'on veut, quand ils étaient jeunes, avant tout ça. Hein. Et De Gaulle aussi en particulier, c'est très intéressant sur De Gaulle. Mais je reviendrai sur ça après. Alors, je vais lire l'hommage de M. Golnisch qu'il a fait à l'occasion de son décès. Alors, donc Bruno Golnisch, qui est aujourd'hui retiré de la vie politique, qui est ancien député à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, et qui a été vice-président du Front National à un certain moment,
et dont l'épouse décédée aujourd'hui est japonaise. Et donc, on est aussi un très fin connaisseur du Japon. Donc, je vous lis un peu. L'homme que nous avons connu et aimé repose aujourd'hui dans sa terre natale de Bretagne. Fils de patron pêcheur, il a connu la vie des humbles et très tôt les épreuves de l'histoire. À 14 ans, dans une France occupée, il vient, avec sa pauvre mère, reconnaître sur la grève le visage défiguré et le corps de son père, dont le bateau a sauté sur une mine. Bravant les ordres édictés par l'occupant sous menace de mort, il garde et cache le fusil paternel et tentera 2 ans plus tard de rejoindre le maquis de Saint-Marcel. Entre-temps, élève des jésuites à Vannes, il y fait dans des conditions spartiates l'apprentissage du latin, du grec et de cette poésie française dont jusqu'à sa mort, il récitera des strophes entières. Pour payer ses études, il sera un temps marin-pêcheur et mineur de fond. À la faculté de droit de Paris, son charisme le fait élire président de la Corpo, l'association corporative des étudiants. Avec audace, il se saisira de ce compagnonnage pour obtenir l'aide du président de la République Vincent Auriol pour partir avec des étudiants au secours des Néerlandais sinistrés par de terribles inondations. Mais la France fait face à des drames et son magnifique empire, que regrettent bien des peuples qui en faisaient partie, est en butte aux convoitises et aux assauts du communisme. Le Pen est volontaire. En 1953, il intègre l'école de l'infanterie de Saint-Mexan. Volontaire encore pour l'Indochine, il sert comme sous-lieutenant légionnaire sous les ordres d'Élie Denoy de Saint-Marc, au 1er bataillon étranger de parachutistes, devenu plus tard le 1er REP. Revenu en métropole, il anime l'Union de défense de la jeunesse française, branche jeune du mouvement de Pierre Poujade, l'une des premières manifestations de résistance des artisans, commerçants, paysans contre l'oppression fiscale et leur disparition programmée. Élu député de Paris à l'âge de 27 ans, il est l'un des plus jeunes de l'Assemblée. En octobre 1956, il quitte les bancs de l'Assemblée nationale pour rejoindre son ancienne unité avec laquelle il participe au débarquement de Port-Fouad, en Égypte, puis à la lutte contre le FLN algérien, dont les méthodes terroristes systématiques frappent les Français d'Algérie, qu'ils soient d'origine européenne, musulmane ou juive. Il est brillamment réélu en 1958, sous les couleurs du Centre national des indépendants et paysans. À l'Assemblée, orateur talentueux, il milite ardemment pour l'égalité des droits de tous les habitants de l'Algérie, sans distinction ethnique ni d'origine ou de religion. Mais battu en 1962, il entame une carrière civile en fondant le CERP, société qui éditera quantité de documents historiques, obtiendra de nombreuses distinctions et où se fournissent encore documentaires, émissions diverses, musées historiques. Scandalisé par la mort de nos compatriotes d'Algérie, et notamment par celui des harkis restés fidèles à la France, ainsi que par la complaisance de la classe politique envers le communisme totalitaire et conquérant, il est en 1956 le directeur de campagne de l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Sans se décourager, il crée le Front National en 1972. Il ne se laisse pas abattre par la modicité des résultats, que ce soit aux élections législatives ou présidentielles. Moins de 1% en 1974. Impossibilité de se présenter. Faute de parrainage en 1980. N'importe qui d'autre aurait abandonné. Pas lui. Coût des campagnes qui restent à charge, dérision des commentateurs, violences qui vont croissant, attentat à la bombe qui détruit en 1976 l'immeuble qu'il habite et dont sa famille et lui ne sortiront vivants que par miracle. Assassinat de François Duprat en 1978. Rien ne l'arrête. C'est enfin la percée que laissent pressentir les élections municipales de Dreux, conduites par Jean-Pierre Tirbois, devenu infatigable secrétaire général, l'élection partielle dorée, celle du 20e arrondissement de Paris. La mince ouverture médiatique que constitue l'émission L'heure de vérité, où il est enfin invité à grande peine par François-Henri de Virieux, lui permet de crever l'écran et suscite un enthousiasme croissant. La place me manque pour raconter tous les épisodes de cette montée, ses moments de succès et ses épreuves. L'entrée au Parlement européen en 1984, celle de 34 députés à l'Assemblée nationale en 1986, groupe talentueux et dynamique qui disparaîtra en 1988, car entre-temps, le scrutin proportionnel a été aboli précisément pour faire disparaître ces janeurs.
Que dire aussi de 1998, lorsque nous décidâmes, dans un geste gratuit, inspiré seulement par l'intérêt national, d'apporter nos voix à des candidats RPR-UDF, on dirait aujourd'hui LR, à la présidence des régions. 19 régions sur 23 pouvaient être ainsi sauvées de l'emprise d'une gauche sectaire, mais le président de l'époque, Jacques Chirac, donna l'ordre à ses troupes de refuser ces voix et de remettre les clés des régions à des coalitions socialo-communistes pourtant minoritaires. Seules 4 régions purent être sauvées de leur emprise. Je pense aussi à la crise douloureuse de 1999 qui nous vit nous déchirer. Un certain nombre de ces cadres, pourtant de qualité, mais peut-être trop pressés, participants, etc., etc. Je finis juste sur les dernières phrases, je saute quelques parties. En ces jours, nous pensons à tous ceux qui l'ont connu et aimé, à commencer par son épouse, ses enfants, petits-enfants et tous les membres de sa famille, mais aussi à tous ces militants, à commencer par les plus humbles, qui ont consenti souvent de grands sacrifices pour assister à son combat. Il fut un veilleur et un éveilleur. Heureux d'attirer à lui ses compétences, des compétences et des talents divers, à l'inverse de certains leaders qui trouvent prudent de s'entourer que de plus médiocres, il aimait vraiment la France par laquelle il s'était senti adopté quand, orphelin de père, il fut déclaré pupille de la nation. Elle ne lui a pas toujours rendu. Et qu'importe aujourd'hui ses bassesses et ses mesquineries, tant que demeure son exemple et son appel à une vraie renaissance, signé Renaud Boni. Voilà pour son petit hommage, qui est très, très, très intéressant. Je vais finir sur la troisième partie, donc plus analytique, ouais, oui, c'est ça, où je vais essayer de tirer un peu les enseignements euh, euh, de sa vie, de ce qu'on peut en tirer, et d'un point de vue légitimiste, qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi, qu'est-ce qu'on devrait peut-être en penser. Euh, il y a des enseignements très importants pour les jeunes générations de notre époque. C'est pour ça que j'ai recommandé de lire vraiment ce premier tome des Mémoires de Jean-Marie Le Pen, parce que pour moi aussi, c'est une sorte de manuel politique pratique, dans le sens, pas sur les principes. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen est cette époque où on a encore un certain nombre de principes politiques qui sont ancrés, qui ne sont pas forcément conscients, mais qu'on applique. Qui vient aussi du substrat existant de la France de l'époque, qui est encore une France constituée, enracinée, avec des traditions, avec une identité. Je penserai par exemple à une toute petite remarque que moi j'ai trouvé tout à fait intéressante dans ses mémoires quand il expose comment la radio, je parle de la radio, pas de la télévision, la radio dans son enfance, avant la guerre donc, dans les années 30, la radio a détruit tout un pan de la culture populaire, car à cause de la radio, les gens ont cessé ou ont largement diminué les chants. Parce que tout le monde chantait avant, en travaillant. Tous les travaux, euh, disons, manuels, humbles, etc., tout le monde le faisait en chantant. Et avec la traduction de la radio, les gens ont arrêté de chanter. Et il déplore ça comme un tournant, un peu de civilisation. Et c'est très vrai, c'est très intéressant. Il y a tout un tas de choses comme ça dans son livre que nous n'avons pas connaissance. Nous, avec nos tablettes pourries, pardonnez-moi l'expression, etc., on est à 100 000 années-lumière de cette époque. On est nul, on est minable. On n'a pas eu une vie dure, enfin, on a tous des difficultés et certainement des choses dures, mais comparé franchement à ces vies de l'époque, euh, voilà, c'est un élément différent. C'est des gens qui avaient ancré dans leur éducation des bonnes habitudes, de bonnes vertus, une grande pugnacité, de grande volonté. Alors, Jean-Marie Le Pen, lui, est tout à fait exceptionnel, évidemment, et particulier dans sa volonté et tout ça, mais c'est pas que pour lui, c'est vrai aussi d'une époque, de cette sorte de recul, de bon sens, de sens commun, etc. Et donc ça, c'est intéressant d'une part à constater, et pour nous remettre un peu à notre place, et d'autre part, c'est très aussi intéressant d'apprendre à travers, par exemple, son expérience, son livre,
la façon de faire de la politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire la politique au sens vie en commun, travail pour le bien commun, et donc au niveau du village, au niveau de la petite, de tout ce qui, de toutes les sociétés, de tous les corps intermédiaires qui étaient encore à l'époque vivaces, vivants et forts, dans pas mal d'endroits quand même. Et c'est très intéressant parce que il avait en fait le sens. C'est moi, hein, je veux dire, il ne donne pas de recette, mais en le lisant, franchement, on a des enseignements de savoir comment apprendre à se comporter, j'allais dire politiquement, comment créer des groupes, comment entretenir des relations d'amitié, comment servir le bien commun avec des actions concrètes, etc. Des sortes de rustines sociales qui étaient à l'époque tout à fait habituelles sur je ne sais pas moi, sur simplement savoir avoir cette sorte de délicatesse ou de courtoisie, de savoir faire des contacts avec les gens, d'être poli avec tout le monde, de savoir parler avec ses ennemis aussi, sans faire de compromis non plus, etc., etc., etc. Et des choses qui, quand moi j'avais lu ça, je trouvais tout à fait euh, euh, plein d'enseignements, puisque pour notre génération, on est la génération de la dislocation, de la dissolution du corps politique, et on a perdu ses habitudes politiques. On est nul. On ne sait plus vivre politiquement, en fait. Et le fait de ne savoir plus vivre politiquement euh, crée plein de dysfonctionnements, plein de retards, beaucoup d'échecs, beaucoup de divisions. Et voilà, les divisions, tout ça, l'homme, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme disait saint François de Sales, donc ça rien de nouveau sous le soleil. Mais on est loin. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marie Le Pen remet un peu ça, je trouve, au centre. Il y a d'autres livres hein, de gens de son époque très intéressants, comme par exemple La contre-révolution d'Algérie. C'est un livre qu'il faut, je pense, absolument lire. Euh, Disons, beaucoup plus mal écrit que les mémoires de Jean-Marie Le Pen, mais d'un contenu tout à fait très intéressant, pour retrouver cette sorte de sens politique qui est très loin, très loin, très loin de cet aspect mécaniste, programmatique, euh, euh, déterministe, systématique, qui est appliqué aujourd'hui partout, que ce soit en entreprise, dans les partis politiques, et je dis bien tous les partis politiques, et toutes les structures. Vous savez, c'est une machine qui broie les gens, les met dans des cases, et il n'y a plus cette amitié politique. À l'époque, l'amitié politique avait encore un véritable sens, une pratique, et le combat politique avait encore un véritable sens, une pratique. Et aussi, c'est aussi très intéressant de voir, par exemple, la relation à la violence, qui est tout à fait différente dans dans les années, enfin jusque dans les années, disons, 70, au début des années 70, et à son époque. Nous sommes aussi des loquettes. Et malheureusement, la violence revient, je veux dire, la violence physique, hein, la violence morale, elle est pire et malheureusement elle est antécédente. Mais la violence physique revient aussi de plus en plus de façon normale et quotidienne en France. Et on va devoir réapprendre certaines choses. Bon. Tout ça, c'est du côté des enseignements. En cela, c'est très intéressant. Après, je vais parler un peu du point de vue chimiste et peut-être des limites. Euh, des limites dans le sens que plutôt ça retrace un esprit d'une époque et on sent très bien euh, pourquoi tout ça finalement, enfin pourquoi ça a tourné un peu comme ça, enfin ça aurait pu, l'histoire aurait pu finir différemment évidemment, mais qu'est-ce qui explique quand même que ça soit fini comme ça et quelles sont les causes? Et il y a plusieurs choses, et je vais essayer de les, voilà, de les soulever rapidement.
Une première chose, je dirais que c'était justement quand c'était, c'est paradoxal ce que je vais dire peut-être, mais cette sorte de grand sens politique qui était ancré, qui était enraciné, qui était presque des réflexes en fait. Et c'était pas forcément réfléchi, il faisait ça naturellement. Et ces bonnes vertus naturelles de l'honnête homme, cette grande culture qui était encore le cas de à peu près, quand je dis tout le monde, pas tout le monde à l'époque, mais même des types insupportables, francs-maçons et tout ça, ils étaient très cultivés. On était quand même rien à voir avec le niveau à l'heure actuelle qui fait très peur. À l'époque, il y avait effectivement un fort niveau. En fait, le pays vivait quand même, malgré toutes les choses, vivait en paix. Il y avait plein de corps intermédiaires, les choses fonctionnaient bien, on pouvait monter beaucoup de choses. Mais tout cela a donné comme une sorte de d'hubris, je dirais. C'est comme ça que je l'appellerais. Enfin, ou plutôt que, je pense que c'est le mot qui définit le plus cette situation de la France à cette époque, une sorte d'hubris, dans le sens, donc ce que aujourd'hui, ce que on appellerait peut-être un certain activisme, c'est-à-dire une confiance trop grande dans la capacité des hommes à déterminer l'avenir politique, à changer les choses politiques et à faire des plans et à les réaliser. Et là, je parle vraiment en général, hein, je ne parle pas de l'action de Jean-Marie Le Pen spécialement en particulier, mais de toutes les actions de l'époque, de cette sorte j'allais dire d'humanisme, non, c'est ça, d'activisme, de surconfiance dans l'homme naturel, et en fait, qui à l'époque était effectivement très fort dans toutes ces choses-là, mais il était très fort parce qu'il était surtout, en fait, il y avait un fond chrétien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est justement cette relation à la religion. Et on sent très bien que le cas de Jean-Marie Le Pen était certainement bien plus général enfin, qui ne décrit pas que son cas particulier. C'est dans le sens que d'autres devaient être victimes de ça, c'est-à-dire très modelé par la religion chrétienne, bien éduqué, bien catéchisé, une morale bien ancrée au corps et en pratique aussi, des idées relativement claires sur les choses fondamentales de la vie, cette sorte de je veux dire, confiance en fait en la providence qui faisait qu'ils n'avaient pas froid aux yeux, sauf qu'ils perdaient la foi, qu'ils n'avaient plus la foi, quelque part. Et que cette perte de foi faisait qu'ils utilisaient tous ces dons, non pas forcément pour la gloire de Dieu, non pas forcément pour leur salut, non pas forcément pour se repentir des péchés, mais pour faire de grandes choses humaines et pas forcément divines. Euh, c'est pas général, hein, mais une ambiance de cette époque-là, un peu comme ça, et qui derrière va euh, par exemple, pour Jean-Marie Le Pen, qui lui n'est pas viré du côté, enfin, il a toujours respecté l'Église catholique, etc. Hein, c'est-à-dire qu'on a Maurras post-guerre, enfin, évidemment, ils sont pas comparables, ils sont très différents, mais au niveau de la grandeur des figures, il y a peut-être quelque chose quand même qui est qui est analogique, du moins. Euh, il s'est éloigné de la foi catholique. Bon, d'une part, bon, évidemment, il a un drame familial personnel, il est enfant unique. Son père, il a perdu son père jeune. Et une mauvaise expérience, enfin, il a été viré de son collège jésuite, de façon un peu sèche. Euh, et euh, et il a été très déçu par les infiltrations communistes dans l'Église catholique et puis tous ces prêtres. Voilà. Donc là, il a d'ailleurs une description très belle de Monseigneur Lefebvre qui, pour lui, a été le seul, enfin, pas le seul peut-être, mais un des rares évêques qui a permis de conserver le respect face au clergé et à l'Église, quoi. Enfin, au clergé. Et, voilà. Et cela va avec un second point qui est un peu différent, mais qui est intéressant, c'est que moi, je ne connaissais pas toute sa vie, évidemment. Euh, Jean-Marie Le Pen, d'un point de vue, par exemple, du mariage, etc., ne s'était jamais marié. Et comme je vous disais tout à l'heure, il s'est marié il y a quelques années, là, avec sa femme,
qui est en fait sa seconde femme, et il s'est jamais marié avec sa première femme, donc en fait, c'était juste une concubine, mais il s'est marié avec sa seconde femme, qui était jusqu'à ce moment-là concubine. Mais c'était cette époque, donc cette époque qui va exploser dans les années 70, où on oublie un peu, malgré le fait que pour soi, on applique toutes ces bases chrétiennes pour des choses humaines, on oublie finalement un peu Dieu, et puis on oublie aussi les fondamentaux de maintenir comme ça les choses de la famille. Et ça le gênait pas de ne pas se marier, par exemple, ce qui, malgré une pensée politique tout à fait claire, il était contre l'avortement, pour la famille, etc. Mais ça, pour le coup, il l'a pas forcément appliqué dans sa vie. C'est pas une pierre jetée, c'est simplement un constat que cette époque-là, c'était quelque chose de relativement commun et qui montre cette sorte d'ambiance où, en fait, le ferment chrétien se pourrit. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus superficiel. Et cette superficialité permet encore à tout le monde d'en profiter pour des choses humaines et naturelles. Mais la sève de la grâce, là, on sent, il y a quelque chose qui s'assèche. Et bon, après 1962, tout ça, ça explose. Ça explose. Avec la guerre d'Algérie et Vatican II, tout explose. Et là, après, c'est fini. Le troisième point aussi, et ça revient à peu près, enfin, c'est, disons, un autre aspect de la même question que je viens d'aborder, c'est qu'il a fait toujours passer l'activisme politique devant sa vie de famille. Et ça, c'est un moment, j'ai oublié, je n'ai pas noté la page, mais où il regrette ça d'ailleurs, et qu'il est désolé, il demande pratiquement pardon. Alors, il demande quand même pas pardon directement, je crois, parce que c'est. Mais en gros, c'est ça, à sa fille pour ça. Ceci pourrait expliquer cela, je veux dire, pour comprendre aussi peut-être les difficultés avec Marine Le Pen bien plus tard et tout ce passif familial. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça aussi, c'est un fils de son époque dans ce sens-là, et victime de cette dissolution des institutions chrétiennes et de cette sorte de désordre dans son activité. Euh, euh, qui a eu des conséquences sur ça. Et enfin, troisième point, et ça aussi je trouve que c'est... et puis un autre point intéressant, c'est pas le dernier point, c'est cette sorte de... Il finit son premier tome, et ça je trouve que c'est bien bonne découpe, avec en fait la création du Front National, donc en 1972. Et finalement, la période très intéressante, c'est jusqu'à 1962, avec peut-être un peu 1965. Mais après, quand justement ils font la SERP, dont Bruno Gollnisch parle, là, il lâche tout finalement. Pendant 8 ans, 9 ans, 7 ans, il le dit lui-même, il a arrêté. C'était une époque où, après l'indépendance de l'Algérie, tout ça, les 30 Glorieuses, les gens n'arrêtaient pas de bouffer, de jouer, de se faire plaisir. Tout était bien socialement, vous voyez, tout était bien, c'était la paix, les gens étaient cultivés, c'était super. On trouvait du boulot comme ça. Il y avait plein de choses, les gens faisaient des avions, des trains, les techniques qui explosaient, donc on a l'impression d'être les rois du pétrole. On n'avait plus à avoir de devoirs pour l'Empire, etc. Et il disait lui-même, on n'arrêtait pas de manger, manger, manger tout le temps. Euh, euh, et c'est très intéressant, cette sorte. Même Jean-Marie Le Pen a eu un découragement comme ça à ce moment-là, qui heureusement après il a surmonté et ça a fait l'histoire donc de la suite du Front National plus tard. Mais il y a eu une sorte de découragement de un peu je baisse les bras. Et ça va aussi avec peut-être comment dire, une vie de la. Enfin, oui, vraiment, c'est ça. Et enfin, d'un point de vue légitimiste, donc, c'est quoi finalement la limite de. Enfin, disons que, en ce sens-là, Jean-Marie Le Pen est vraiment un fils de son siècle, le XXe siècle. Et finalement, d'un point de vue légitimiste, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il est typique, c'est-à-dire qu'il est républicain.
Voilà. Il est républicain, même si dans ses pensées, dans son action, il a été finalement très anti-républicain sur de nombreux aspects. Mais malheureusement, il a été républicain en fin de compte. Et c'est typique de cette époque aussi, et c'est intéressant de le savoir pour nous aussi quand même, c'est qu'il croyait, et ça c'est il écrit aussi, c'est très intéressant, qu'il devait son succès à la République. Parce qu'il avait eu un instituteur de l'école du diable qui lui avait enseigné des choses et qui l'avait poussé pour aller faire des études. Ce qui n'était pas du tout évident, en plus dans sa Bretagne, à l'époque très royaliste et très traditionnelle. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il n'aurait pas pu être l'homme qu'il a été eu s'il n'avait pas été finalement d'éthos royaliste, et il était d'éthos royaliste parce qu'il avait grandi dans une Bretagne très contre-révolutionnaire. Mais il a jamais, enfin que je sache, certainement que les gens qui connaissent peut-être, en tout cas, il a écrit rien du tout là-dessus sur ça. Aussi peut-être deux passages, mais voilà, il était républicain. Voilà, il considérait, il pouvait pas comprendre pourquoi il était important d'avoir une restauration royale. C'était hors du logiciel de n'importe qui au XXe siècle, y compris, enfin, du deuxième XXe siècle, y compris Jean-Marie Le Pen. Peut-être pas tout le monde, il y a eu heureusement des surveillances et tout ça, mais de façon importante. Et l'autre point, c'est l'activisme quelque part, et donc donc c'est-à-dire l'oubli qu'il faut toujours ordonner, soumettre, offrir nos actions au bon Dieu. Voilà. Ces limites ne sont pas des critiques au sens strict du terme. J'ai beaucoup d'affection. Mais effectivement, cela a fait que, en fin de compte, bah, c'était voué à l'échec. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le constater. Malgré toutes les bonnes volontés, c'est pas la question de nier les bonnes volontés, etc. Mais c'était voué à l'échec. C'était un échec. Il a été finalement utilisé par le système pour que le système se maintienne. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est par ricochet, mais être important, c'est que De Gaulle a vraiment une responsabilité immense dans la destruction de la France, puisque le Front National, en soi, aurait dû, je veux pas dire, je veux dire, si De Gaulle n'avait pas existé, la droite aurait été bien plus forte dans les années 80 et 90, puisque à l'époque, le Front National et RPR, au fond, n'avaient pas des idées si différentes, à part sur le dossier Algérie française et De Gaulle, et quelques autres petites choses, et puis plutôt cette ethos de vouloir se compromettre trop ou pas avec le système. Voilà. Mais en définitive, Jean-Marie Le Pen ne s'était jamais posé la question sur le fait que le parlementarisme est bien ou pas bien, sur le fait qu'il y a un problème avec la République ou pas. Il a joué le jeu républicain, mais il a fait des choses, mais il a été militaire, mais il a de l'expérience, et il a des choses aussi à nous enseigner. Mais il faut reconnaître que ben, c'était pas une action ordonnée au bon Dieu, et qui était resté républicain, ce qui, à mon sens, explique le fait que ça n'a pas pu fonctionner, puisqu'on restait dans le système qui, à l'époque, était évidemment bien plus présentable qu'il est aujourd'hui, mais qui restait délétère. Voilà. Malgré le fait que De Gaulle ait introduit un certain nombre d'éléments d'action française et royaliste traditionnelle dans la Constitution, mais ça change pas le fond, le fond de l'institution qui est anti-française d'une part et puis anti-catholique d'autre part et contre nature enfin. Voilà, donc je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, je vous en prie, ou des réflexions ou ce que vous voulez. Bon, allô? Oui. Allô? Oui, allô, j'entends. D'accord. C'était intéressant, c'était bien.
C'était équilibré, c'était bon, c'était laudatif, mais on a quand même senti qu'à la fin, ben, il y avait le problème du républicanisme, du libéralisme et du laïcisme. Enfin, je ne sais pas si on peut dire laïcisme dans son cas, mais en tout cas du républicanisme et du libéralisme de M. Le Pen, quoi. Voilà. Et c'est ça qui a un peu fait que c'est là où nos chemins se séparent, on va dire. Voilà. Malgré les qualités qu'il avait, il avait de grandes qualités, ça c'est sûr. Voilà, que tu viens de dénoncer. Voilà. Ouais, tout à fait, c'est ça. En tout cas, ça reste une grande figure du XXe siècle. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que les jeunes ou pas forcément des jeunes, des moins jeunes, j'en sais rien, ceux qui ont fêté les choses dans les rues, à mon avis, ne savent même pas du tout la vie de Jean-Marie Le Pen, de ce qu'il pouvait dire et de ce qu'il faisait. Exactement. Et ça serait intéressant de voir, parce que bon, c'était choquant, hein, ces choses-là, c'est clair. Mais qui sait, la providence fait des choses parfois étranges, et ces personnes-là, quand, si la providence le veut, remarqueront à quel point l'image qu'ils avaient de Jean-Marie Le Pen et sa réalité sont différentes. Ça pourrait être une occasion de bonne graine, hein, pour leur réflexion et voir leur conversion. Voilà. En Peut-être. tout cas, peut-être que pour conclure, on peut dire qu'il faut prions Pour lui, voilà. inviter à prier pour son âme et à retirer les enseignements qu'on peut retirer et en ayant bien conscience des limites qui expliquent aussi que qu'il n'a pas pu avoir le succès, et en particulier les limites effectivement philosophiques d'action pratique par rapport, voilà, d'être républicain et puis de ne pas avoir eu la pratique. Oui, d'ailleurs, dans les solutions qu'il préconisait dans ses programmes politiques, il y aurait des choses à dire aussi. On pourrait faire des analyses. Sur l'avortement, il n'allait pas assez loin. Sur l'immigration, il ne voulait pas convertir les non-catholiques, enfin les immigrés non-catholiques. Enfin, il y aurait des choses à dire, voilà. Mais je n'irai pas plus loin parce que sinon, ce serait trop long. Ce serait trop long. Voilà. Oui, oui, c'est ça, c'est très typique du XXe siècle. On avait perdu cette sorte comment dire, c'est ça, on avait perdu cette couleur catholique, ou plutôt il restait une sorte de surface catholique, mais on avait perdu le cœur catholique et on avait perdu le fait qu'il fallait faire la geste de Dieu par les francs. C'est ça. Et qu'il fallait tout tourner vers ça et dans toutes les politiques, et que c'était pas juste quelque chose d'humain, mais pour que ce soit une sorte quand même de paix juste, qui est certainement nécessaire, mais qui est certainement pas suffisant. Ouais. C'est ça. Bon, bah, très bien. Et puis aussi, il faut. Voilà, il y a aussi sa tombe qui a été profanée. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah non, Elle a été saccagée, sa tombe. Elle a oh, été saccagée. c'est Et désolant. les policiers sont allés sur place, d'ailleurs, constater les dégâts. J'ai vu les photos, c'est assez violent. La croix celtique a été renversée, tout a été bousillé, quoi. C'est C'est affreux. désolant. Mm. C'est ignoble. Non, mais on est revenu à la société primitive et barbare avec, des gens comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, malheureusement, sont pas tout seuls. Enfin, je veux dire, ne s'expriment que pas simplement avec ça, mais finalement ne sont que le pendant populaire, je sais pas si c'est le bon mot, mais physique dans la rue et vulgaire de ce que font d'autres bourgeois cultivés et libéraux, que ça soit en politique, dans les entreprises, dans des procédés qui sont finalement identiques, euh, Oui, mais, euh, euh, mais sur un plan peut-être plus, pas forcément avec de la violence physique, mais bon.
Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je Ouais. vois ce que tu veux dire. Je propose de finir par la petite Oui, prière en faisant. et allons-y.